effectivement, aujourd'hui, on m'a demandé d'intervenir pour vous parler des labels et des certifications RSE. Et moi, j'ai mis 3 sous-questions. C'est pourquoi labelliser sa démarche RSE? Comment s'y retrouver dans la jungle des labels? Puisqu'effectivement, vous avez vu qu'il y en a plein et il y en a qui poussent comme des champignons tous les jours. Et puis, on ne va pas du coup pouvoir, je vais pas pouvoir tous vous les présenter, mais on fera un focus sur les principaux labels généraux. Et après, je vous expliquerai qu'il y a des déclinaisons sectorielles souvent dans ces labels-là. Et puis, pour commencer, je vais me représenter parce qu'il y en a plein qui n'étaient pas là. Je m'appelle Victoire Kegnol. Excusez-moi, on n'a pas... Je vais peut-être pouvoir mettre la caméra juste pour que vous me voyez rapidement. Je ne sais pas si vous me voyez. Je m'appelle Victoire Kegnol. Je suis responsable RSE chez Savansia Ressources Laitières. Donc, c'est l'entreprise que, pour ceux qui connaissent Vanessa, je suis dans son service. Et c'est une entreprise qui s'occupe d'une filiale du groupe Savansia qui s'occupe d'approvisionner en lait les autres usines les usines. Vous avez tous des secteurs très différents. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de partager on a tous des contraintes et des enjeux RSE très différents, du coup. Avant de rentrer dans les labels RSE, j'ai compris que vous n'aviez pas tous le même niveau de maturité sur la RSE. Donc, pour ceux à qui ça parle, ça va peut-être être un peu redondant avec ce que vous savez déjà, mais bon, ça mérite de reposer un petit peu les bases. Quand on parle de RSE, ça remonte au développement durable. Le développement durable, ça a été défini pour la première fois dans le rapport Brundtland de l'ONU en 87, donc ça commence à me remonter un petit peu, comme un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Et donc ça se traduit par la petite roue que vous avez à droite et qui veut bien dire que c'est l'interconnexion de manière harmonieuse et sans qu'il y ait de l'empiètement entre les sujets sociaux, environnementaux et économiques. On a tendance à penser que le développement durable, c'est uniquement la partie environnement. Non, c'est aussi important l'économique, le social et l'environnemental. Et la roue le représente très, très bien. Et ensuite, il y a un nouveau terme qui est apparu au début du siècle, qui est la RSE, qui se traduit par responsabilité sociétale ou sociale des entreprises. C'est une traduction de l'anglais Corporate Social Responsibility. Donc, voilà, en la traduction française, il y a des débats si le S, c'est sociétal ou social. Vous entendrez les deux et les deux peuvent être acceptés. Le terme a été défini pour la première fois en 2001 par la Commission européenne comme l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes. C'était une première définition et ça permet de voir, alors de manière très abrégée, c'est la déclinaison du développement durable à l'intérieur de l'entreprise. Et la définition a un petit peu évolué 10 ans après, puisque depuis, les entreprises se sont saisies du sujet, etc. Et la nouvelle définition de la Commission européenne est assez laconique, c'est la responsabilité d'une entreprise vis-à-vis des effets qu'elle exerce sur la société. On notera que le terme volontaire a disparu, non pas parce que c'est maintenant une obligation pour toutes les entreprises, mais qu'il y a des pressions et des exigences réglementaires. Bon, alors je reprends en essayant d'être assez brève. RSE, je vous ai mis la définition en haut de la Commission européenne de 2001, et puis son évolution 2011, qui est maintenant la responsabilité d'une entreprise vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société. Et donc, de manière assez synthétique, la RSE, c'est la prise en compte des effets et des conséquences qu'une entreprise a à travers ses activités, celles de ses parties prenantes, et ce, via des thèmes aussi variés que ceux que vous retrouverez à droite. Et donc, du coup, les sujets de gouvernance, de droits humains, d'environnement, comment je m'intègre dans mon territoire, comment je travaille avec mes fournisseurs, mes parties prenantes, mes prestataires, etc. Comment mon client et mon consommateur à mes décisions, les sujets de loyauté des pratiques et d'éthique des affaires. Et le sujet de gouvernance, c'est comment mon entreprise pilote sa stratégie, prend ses décisions, est-ce qu'elle intègre ou non les attentes de ses parties prenantes, qu'elles soient internes ou externes. Voilà, c'est des sujets assez vastes et donc ça dépasse très largement l'idée qu'on a fréquemment, qui est que le développement durable, la RSE, c'est de mettre des poubelles de tri, de marquer de ne pas imprimer les mails, etc. C'est beaucoup plus large que ça. Et donc, je vous ai mis juste quelques petits de ce que ça peut avoir comme effet sur l'entreprise. Ça a comme effet, les exigences réglementaires s'intensifient, les attentes des parties prenantes s'intensifient aussi, qu'elles soient internes, c'est-à-dire les collaborateurs, ou externes. C'est un levier de compétitivité et de durabilité.
et c'est un facteur de différenciation. Alors maintenant, le facteur de différenciation, c'est plus tellement, est-ce que j'ai une politique RSE ou non? C'est plutôt à quel, niveau je place le curseur? Quel est mon niveau d'ambition sur le sujet? Maintenant qu'on a vu un petit peu ce qu'était que la RSE, quels bénéfices? Alors bon, vu ce que je vous ai expliqué, les bénéfices, en découlent de manière assez logique. Les bénéfices, ils peuvent être, compétitifs, où là, on est sur la performance économique de l'entreprise et c'est ce qui peut parler, aux patrons et aux dirigeants des entreprises. Ça permet d'obtenir de nouveaux marchés. Il y a un sujet très fort de marque employeur, ça permet d'attirer et de motiver les talents. Il y a tout un pan, sur l'innovation puisque, ben, il y a des choses qu'on connaît, il y a des choses qu'on ne connaît pas encore et qu'on est en train de découvrir, donc il y a un fort sujet innovation. Il y a, le sujet, bon, assez, évident, qu'on participe à résoudre les défis planétaires et c'est plus que jamais d'actualité avec, le réchauffement climatique qui s'intensifie. Ça permet de faire des économies, ça c'est surtout pour la partie, disons, économie, enfin toute le travail sur l'économie d'énergie, l'économie d'eau, enfin de ressources. Ça permet d'attirer des investisseurs responsables et quand on est particulièrement, une grosse entreprise, c'est plutôt pour les grosses entreprises. Maintenant, les investisseurs, ils sont de plus en plus sensibles. Ça permet de mieux gérer les risques et c'est pas négligeable non plus quand on est, entrepreneur ou dirigeant d'une entreprise. Et puis, last but not least, ben, en fait, tout simplement, ça permet d'assurer la pérennité de son entreprise. Une entreprise qui n'a aucune politique RSE, qu'elle soit formalisée ou non, mais qui ne s'attache qu'à sa performance économique, eh bien, demain ou dans 10 ans ou dans 50 ans, elle a quand même peu de chances d'être toujours là ou du moins d'être toujours aussi compétitive. Et pour donner des exemples qui sont assez récents, pendant le coronavirus, il y a une banque américaine qui a publié, enfin qui a fait une étude et qui a constaté que sur les grosses entreprises qui ont des obligations de renseigner des critères ESG, ESG c'est environnemental, social, gouvernance, donc des critères RSE en gros, et bien celles qui avaient des critères ESG les plus hauts, elles surperformaient de 5 à 10 points en bourse. Donc là, ben, on voit bien un lien entre mettre en place une politique RSE et les résultats économiques de l'entreprise. Parce que tout simplement, une entreprise qui s'attaque à ces sujets, ben, elle est plus résiliente. Donc, on disait que les entreprises socialement responsables sont plus résilientes, donc résistent mieux à des dysfonctionnements, quels qu'ils soient. Et le coronavirus, ça a été un exemple concret. Et puis, vous avez peut-être entendu parler aussi récemment des diplômés, des cérémonies de diplôme des grandes écoles d'ingénieurs, de commerce, etc. Les jeunes maintenant, et les moins jeunes, mais c'est visible particulièrement chez les jeunes générations, non seulement ont envie que leur entreprise prenne en compte ces sujets-là, mais refusent d'aller travailler pour des entreprises qui ne prennent pas en compte ces enjeux autres que purement économiques et purement business. Donc voilà, c'est un enjeu de recrutement fort aussi. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là ou pas? Non, c'est assez clair, Non, pour l'instant, c'est général, ça va, c'est c'est clair. Très mmh bien. Bon, alors, une fois qu'on a vu qu'il y avait un intérêt à, s'attaquer à ces enjeux RSE, pourquoi maintenant formaliser une démarche RSE? Et pourquoi on ne pourrait pas se contenter de faire des petites actions par-ci par-là et ça marcherait très bien puisque on identifie un problème, on le gère et puis voilà. Eh bien, ça permet, alors c'est résumé par la citation que, la prof de CE1 adorait me dire, qui est en bas à droite, parce que ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Et c'est pas à vous, qui êtes dans la qualité que je vais vous apprendre que ce qui est formalisé, ça permet de suivre et de piloter de manière, efficace. Déjà, ça permet de prioriser ces enjeux de manière objective et quantifiée. Un chef d'entreprise ou un nouveau responsable RSE ou quelle que soit la personne qui bosse sur ce sujet, va avoir tendance à penser que ces enjeux RSE, elle les a très bien identifiés, qui sont assez évidents et que, eh bien, voilà, elle peut faire sa stratégie toute seule. Eh bien non, formaliser une démarche RSE, ça permet de se poser, de réfléchir quels sont tous les enjeux RSE, donc économiques, sociaux, environnementaux, qui peuvent, exister et comment en interrogeant à la fois moi, mais aussi, les collaborateurs, mais aussi mes fournisseurs, mes clients, ma direction et cetera, comment je peux prioriser ces enjeux en prenant en compte les attentes de tout le monde? Donc c'est la première chose et souvent, c'est ce qu'on appelle l'exercice de l'analyse de matérialiser et souvent on peut être surpris en se disant: «Ben, cet enjeu-là finalement moi je ne l'avais pas identifié parce qu'il n'est pas très intéressant pour moi, mais quand j'interroge mes parties prenantes, elles me disent toutes que c'est le premier enjeu et qu'il faut que je m'y attaque»
et ben là, ça remet un peu en cause les priorités qu'on doit mettre en place dans sa stratégie RSE. Donc première chose. Ensuite, ça permet de définir des objectifs chiffrés et des indicateurs à suivre. On ne gère bien que ce que l'on mesure, hein, si on n'a pas d'indicateurs et pas de KPI, c'est difficile d'aller, mesurer son amélioration ou l'efficacité de ses actions. Ça permet d'embarquer l'ensemble des collaborateurs. Si vous dites à vos collaborateurs, «Je fais des choses bien par-ci par-là», bon, c'est une chose. Si vous embarquez vos collaborateurs en disant: «Bah, voilà, on a une démarche RSE, elle se structure autour de X piliers, mes objectifs à horizon, 2030, c'est ça, ça, ça», ben, c'est beaucoup plus visuel pour eux et ça permet de les embarquer dans la démarche. Et puis, pour répondre aux attentes des parties prenantes, hein, maintenant de plus en plus, les parties prenantes vous demandent, qu'est-ce que vous mettez en place, et c'est beaucoup plus simple si vous avez quelque chose de clair et de structuré à leur présenter. Et si on resserre justement encore l'entonnoir et qu'on arrive au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, au-delà de la formalisation, pourquoi aller labelliser ou certifier sa démarche RSE? Pourquoi on ne pourrait pas se contenter, ben voilà, on a construit sa démarche RSE, elle est, très structurée, très claire avec des piliers, pourquoi on a besoin d'aller la labelliser ou la certifier? Eh ben, c'est la question que je vous pose. Si vous pouvez aller sur menti.com et que vous avez un code à rentrer, vous pouvez répondre à cette question et moi de mon côté, je peux voir, tac, je peux voir les réponses que vous allez mettre en direct parce que moi j'ai des idées de pourquoi enfin, quel est l'intérêt de labelliser ou de certifier cette démarche RSE, mais je veux savoir ce que vous en pensez. Que je vous remette le code, Le code. excusez-moi, c'était donc allez sur menti.com et le code c'est 43 40 48 50. Oui, vous pouvez le faire du téléphone et s'il y en a qui sont pas connectés, vous pouvez l'écrire dans la conversation. Oui, c'est comme Klaxoon, c'est des outils un peu de 43 40 48 50 et normalement ça apparaît en direct, normalement. Est-ce qu'il y en a qui l'ont mis déjà? Oui, donc on doit soumettre une question, c'est ça? Eh ben, en fait, vous allez sur menti.com, vous utilisez le code, c'est écrit à l'écran Ça là, y est, je l'ai fait, 43 ouais. 40 45 et voilà, et après vous voyez normalement, des les réponses des participants qui apparaissent. Ah, Faire pourquoi reconnaître là, sa j'ai une question, la question se pose, pourquoi labelliser, certifié? Ouais, Et donc je suis censé répondre, c'est ça? oui, c'est ça. Ah, OK. Eh oui, c'est vous qui faites le boulot là. D'accord, non, je pensais qu'on allait voir, comment dire? Mais ça L'ensemble apparaît des maintenant. des échanges qu'il y a pu avoir avec d'autres personnes, enfin ce qui a été dit par d'autres, Eh ben, vous le verrez sur mon entreprises. écran à moi. Ça, vous le voyez Ah, sur OK, mon écran à d'accord, moi. d'accord. Alors, faire reconnaître sa démarche en externe pour gagner des marchés, pour valoriser sa OK, démarche, OK. pour faire reconnaître la démarche d'une manière officielle et la valoriser auprès des clients via le logo, pour identifier son niveau et le chemin restant à parcourir, pour accrocher un nouveau certificat au mur des performances, mur visible de nos clients, une reconnaissance basée sur un référentiel officiel, un avantage concurrentiel, pour valoriser sa démarche. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas encore répondu? Être reconnu et pouvoir la mettre en avant vis-à-vis des collaborateurs et alors, on voit pas le reste, j'imagine que c'est peut-être de la direction ou des clients et mieux se faire accepter et attirer les alors je vois pas non plus, ah si, c'est écrit dessous, les jeunes talents. Mettre en avant la démarche de notre entreprise et aller toujours plus loin. Bon, bah, très bien. Eh bien, je repasse sur ma présentation. Comme vous le voyez, on est une vingtaine dans la salle et vous avez tous des attentes très différentes en termes de enfin, pourquoi vous labelliseriez ou vous certifieriez votre démarche RSE. J'en ai listé quelques-unes, il y en a plein que vous avez dit aussi, ça permet, voilà, de valoriser sa démarche RSE, de l'ancrer dans sa stratégie, de donner plus de légitimité à quelque chose d'existant, de partager les bonnes pratiques. Ça, vous l'avez pas mentionné, mais c'est, aussi très fort pour, entrer en relation avec d'autres acteurs de la RSE et se créer un réseau. Souvent, les labels RSE qui existent ont un réseau, une communauté très forte, d'entraide pour avoir un cadre, pour être plus compétitif, pour répondre à des demandes clients, pour mieux valoriser ses produits ou ses services et cetera. C'est très, très vaste comme,
Enfin, on peut tout y retrouver et j'ai pas encore tout cité. Chaque entreprise va avoir sa raison de vouloir certifier ou labelliser son nom, sa RSE, sa démarche RSE. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il en existe tant. On parle souvent de jungle des labels RSE. Effectivement, je vous ai dit, il y en a vraiment qui poussent, mais dans tous les sens. Moi, j'en connais pas. En préparant la présentation, là, moi, je connais les principaux labels, j'en connais un certain nombre, mais il y en a peut-être, j'en sais rien, une centaine si on creuse. Il y en a vraiment énormément. Vous pouvez retourner sur Menti et je vous ai demandé quel label RSE connaissez-vous parmi quelques-uns. J'en ai mis une petite dizaine, je crois, qui existent. Et ça m'intéresse de voir ceux que vous connaissez ou ceux que vous ne connaissez pas. Et après, c'est la dernière question Menti, hein. Tout slide. Ah oui. Oui, c'est le même code normalement. Ah OK. 43 40 attendez, non, 43 40 48 50. Mais il est écrit sinon si vous voulez sur l'écran en haut, vous le voyez. 43 40 48 50. Ah bon? Ah, je pensais que c'était choix multiples. Ouais, c'est vrai, j'allais le Mmh. dire, on peut en choisir qu'un. Ah mince. Bon, j'en connais que 2 en même temps, mais bon. 3, les 3 avec la fac. Bon, essayez si vous en connaissez d'autres qui sont des que Avec la RSE, FNOR. Epicorp ou PME+. Intéresse. Ouais, Bon, déjà, on voit que ceux qui ressortent, bah, il y a Lucie, la 26 000 et engagée ouais. RSE Bah, de Lucie, la pour de l'instant, non, l'AFNOR. personne l'a mis. Mais bon, oui, vous avez effectivement, c'est parce que vous avez qu'un choix. J'en ai volontairement mis, ça va un peu de gauche à droite, hein. À tout à droite, il y en a, que je connais, vraiment beaucoup moins. Bon, alors, je sais pourquoi enfin, j'ai si vous êtes dans la qualité, j'imagine que c'est pour ça que vous connaissez le mieux Engagé RSE, parce qu'il est porté par l'AFNOR. En général, c'est Mmh. pas le plus connu, mais je l'avais mis volontairement très à gauche parce que je sais qu'il est connu par la population en qualité. Mmh. Très bien, donc effectivement, il y en a que vous connaissez et qui vous paraissent, familiers, d'autres que vous connaissez peut-être moins, que vous connaissez juste par le logo. Alors hop, je le remets comme ça. Ce qu'il faut savoir, sur les labels, c'est qu'ils reposent plus ou moins tous alors ils sont tous très différents, il y a quand même, quelque chose d'assez commun, c'est qu'ils reposent sur la norme ISO 26000. La norme ISO 26000 a été publiée en 2010 et ce sont les lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale. C'est une norme non certifiante, hein, c'est comme ça qu'on dit, Certifiable. hem, non certifiable, excusez-moi, qui repose sur 7 questions centrales et qui sont représentées par la fleur que vous voyez ci-dessous. La question qui lie toutes les autres questions, c'est la question de la gouvernance, c'est-à-dire ce que je vous disais, comment mon entreprise, elle prend ses décisions. Est-ce qu'elle intègre la discussion avec ses parties prenantes? Est-ce que c'est pris par une seule personne ou est-ce que c'est quelque chose de collégial? Enfin voilà, c'est vraiment la question de la gouvernance et on pourrait se dire, c'est pas tellement enfin, quand on pense à la RSE, c'est pas ce qui nous vient de prime abord en tête. Ben si, en fait, c'est ce qui est central et c'est ce qui structure tout le reste. C'est la question de la gouvernance et celle qui sous-tend du dialogue avec les parties prenantes. Et ensuite, les 6 autres, ce sont celles dont je vous ai parlé tout à l'heure, sur la petite fleur qu'il y avait sur l'autre, diapositive. C'est la communauté et le développement local, les droits de l'homme, les relations, les conditions de travail, l'environnement, la loyauté des pratiques et les questions relatives aux clients et aux consommateurs. Et donc cette norme ISO 26000, ben, structure à travers ces 7 questions centrales, toute démarche RSE. C'est vraiment la base, si vous voulez faire une démarche RSE, vous êtes obligé de passer par l'ISO 26000. Et on va le voir, les labels ont pour vocation, parce que je n'ai rien contre la qualité, mais les normes peuvent être un peu jargonnantes et pas toujours faciles à mettre en place. Les labels ont pour beaucoup la vocation à expliquer, enfin décliner de manière opérationnelle la norme sur le terrain. Et puis vous voyez en bas à gauche, il y a un logo qui est le logo du Global Compact, qui n'est pas une norme ni un label, mais je l'ai quand même mis parce que vous pouvez en avoir entendu parler. C'est une initiative, de l'ONU qui se base sur, les droits humains, les droits environnementaux et les conditions de travail et qui vous pouvez adhérer au Global Compact et il y a un énorme nombre, enfin, très grande,
un très grand nombre d'entreprises qui le font et ça permet de structurer quand on n'a vraiment pas de démarche RSE, ça peut être un premier pas pour aider à structurer un petit peu ses actions et à s'assurer qu'il y a pas de trou dans la raquette et qu'au moins on couvre les sujets, prioritaires, les droits de l'homme, enfin les sujets les primaires, on va dire. Voilà, je l'ai quand même mis, même si, je vais pas le redétailler. Si vous avez des questions plus précises sur le Global Compact, je peux y répondre en revanche, mais je n'irai pas le détailler, j'ai pas prévu de le détailler. Alors ça, c'était pour la norme. Maintenant, quand on parle vraiment de labels, donc ce que je vous ai dit, ils reposent tous sur la norme ISO 26000 et ensuite, on a une multitude de labels, mais on peut les classer en 3 catégories. Il y a les labels généralistes qui, eux, sont adaptés pour tout secteur, pour toute taille d'entreprise en général, enfin, on les redétaillera. Il y a les labels, sectoriels qui, eux, sont attachés à un secteur d'activité et puis il y a les labels thématiques qui, eux, portent sur un bout de la chaîne de valeur ou un sujet particulier. Le label, alors vous voyez peut-être pas très bien, mais le rond gris, c'est le label relations fournisseurs et achats responsables. Bon, c'est un label qui, porte spécifiquement sur les questions d'achat responsable. Celui, label diversité ou égalité, c'est celui qui porte spécifiquement sur les questions de diversité et ou d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou, d'autres, enfin voilà, c'est d'autres questions sociales. Et je les ai pas tous mis, hein. J'ai vraiment été, j'ai pris les plus connus pour les labels généralistes, et pour les autres aussi. Il y a quelqu'un qui parlait au début d'EcoVadis. Alors j'ai pas mis EcoVadis, mais je peux en parler parce que je le connais, assez bien. EcoVadis, c'est pas un label, c'est une plateforme de notation, un peu comme il y a les plateformes de notation financière. EcoVadis, c'est une plateforme de notation, extra-financière qui permet donc non pas de labelliser, mais de, noter la performance générale extra-financière de l'entreprise et après d'aller donner un score et ils ont un système de scoring ou avec des médailles. Et ça peut être affiché, mais ça peut pas être affiché sur les produits, par exemple. Ça peut être affiché sur le site internet de l'entreprise. C'est quelque chose qui a vocation à, en général, quand vous réalisez l'exercice de vous faire noter par EcoVadis, l'objectif après, c'est aussi d'aller faire noter vos fournisseurs. Le système est conçu comme ça, vous êtes noté, j'en sais rien, médaille d'or et puis vous voulez savoir comment sont notés vos fournisseurs et comme ça, vous pouvez après, aller choisir, aller faire des entretiens avec ceux, par exemple, qui sont notés en dessous de 50. Donc vous pouvez choisir d'aller, les rencontrer individuellement pour qu'ils mettent en place des actions correctives. C'est un système qui se veut, relation client-fournisseur et pas tellement, grand public, même si comme c'est de plus en plus connu, le grand public maintenant, est de plus en plus, enfin, connaît de plus en plus cette notation. S'il y a des questions plus précises sur EcoVadis, pas de souci pour y répondre. Vous pouvez les mettre dans le chat et je peux y répondre, parce que bon, il y en a pas pour l'instant, mais si vous en avez, n'hésitez pas. Ce que j'avais prévu de faire aujourd'hui, c'était de vous rentrer un petit peu plus dans le détail de 4 labels généralistes. Il y a d'autres labels généralistes, ce ne sont pas les seuls, mais j'ai mis soit les plus connus, soit, certains qui me paraissaient les plus intéressants. Alors si on commence par celui, je pense que vous ne connaissiez pas, et ben, pour être tout à fait honnête, je ne le connaissais pas non plus parce qu'il est très récent. Il a été lancé en 2020 et c'est le label Positive Workplace. Sa raison d'être, c'est, capitaliser sur le savoir-faire européen pour le diffuser, à travers le monde et ça a été fait enfin, c'est made in France. Ça a été lancé en 2020. Il y a uniquement 42 labellisés au 1er novembre 2022, mais je dis uniquement, en fait, c'est déjà pas mal parce que sur des années assez compliquées qui ont été 2020 et 2021 et 2022, c'est une performance assez intéressante. Parmi les labellisés, Inextenso, un cabinet d'experts comptables, Electrodépôt, Selectour Bleu Voyage, Sud-Ouest. Donc vous voyez, c'est des, secteurs d'activité assez différents. Ils sont basés sur l'ISO 26000 et sur les ODD. Les ODD, ce sont les objectifs de développement durable, les 17 objectifs de développement durable qui ont été définis par l'ONU, et qui, permettent, de couvrir tous les sujets, du développement durable et si on arrive à atteindre ces 17 objectifs, normalement, c'est bon, on est sauvé. Le label Positive Workplace, pour qui? Pour les entreprises et les organisations européennes de toute taille, de tout secteur d'activité et de tout niveau de maturité, RSE. Le processus de labellisation, il se fait via d'abord une évaluation RSE en ligne et c'est ce qui en fait un peu la spécificité de ce label, une enquête, systématique des parties prenantes internes et externes. C'est-à-dire qu'ils vont venir,
envoyer un questionnaire de manière anonyme à vos parties prenantes externes et ils considèrent qu'on peut être labellisé si on atteint un certain taux de retour. Je ne sais plus exactement ce que c'est, mais c'était quelque chose du style sur vos fournisseurs, il faut avoir minimum 10% de taux de retour et sur l'interne, il faut avoir minimum 30%. Il faut que je vérifie ces chiffres et je vous les remettrai, je vous ferai passer la presse et je les remettrai bien, mais voilà. Et ensuite, c'est évalué par des auditeurs du label et ça donne 3 niveaux de reconnaissance. Donc ça, c'est ce qui est intéressant, c'est que, il y a une notion d'amélioration continue. Si vous êtes labellisé 1 étoile la première année, ben, ça peut être intéressant d'aller chercher pour l'audit de renouvellement, la deuxième étoile ou la troisième étoile. Il y a beaucoup de labels qui fonctionnent comme ça, tout simplement parce que, c'est pas un palier, qu'on a à franchir, la RSE, et qu'une fois qu'on l'a franchi, c'est bon, il y a plus rien à faire et c'est fait. La labellisation, elle est valable 3 ans, là aussi, comme la plupart des labels. Ce qui en fait aussi ce qui peut être très intéressant, c'est que la durée du processus, elle est relativement courte comparée aux autres. C'est 2 à 4 mois et je pense que c'est aussi dû au fait qu'elle soit assez récente et que si le label prend et que ça se développe, la labellisation sera de plus en plus longue, comme ça peut être le cas pour les autres labels. Donc si vous êtes intéressé pour quelque chose d'assez, rapide et que vous voulez vous labelliser rapidement, ça peut être intéressant. Le coût là, j'ai mis des fourchettes, mais ça dépend de plein de choses et pas uniquement de ce que j'ai mis. C'est pour juste que vous ayez une idée des grosses fourchettes. Ça va de 1 000 € pour, voilà, une petite entreprise de moins de 5 salariés à 24 000 €. Mais c'est des prix indicatifs et si vous voulez en savoir plus, il faut demander des devis et ils vous les fournissent. Et ça, c'est l'audit initial et ensuite, c'est à renouveler tous les 3 ans. Non, justement, Vanessa me demande si, 2 à 4 mois, est-ce que c'est en comptant la durée d'attente? Oui, justement, c'est en comptant la durée d'attente. C'est qu'il y a pas beaucoup d'attente, justement, pour l'instant. C'est Positive Workplace, ouais, ils ont leur propre, service d'audit. Les atouts du label, donc effectivement, c'est que c'est un processus rapide et en plus, c'est assez rapide côté entreprise aussi. Ça met, on estime, 1 à 4 jours pour remplir le questionnaire et envoyer les enquêtes anonymes. Bon, à prendre, avec précaution, hein. On dit toujours que ça prend peu de temps, mais dans les faits, si on veut vraiment s'y atteler, ça prend peut-être un peu plus de temps, mais c'est relativement, court comparé aux autres labels. Heu Pour le coup, il est pas encore là, c'est pas de la visibilité, c'est vraiment en interne pour Oui, c'est ça. Alors Vanessa dit effectivement, comme il est pas très connu pour l'instant, c'est plus pour de la valorisation interne et voir où on en est que pour de la reconnaissance externe. Oui, si ce que vous cherchez absolument, c'est la reconnaissance externe et que c'est, une demande des parties prenantes, des consommateurs, et cetera, c'est peut-être pas le plus adapté. Quoique, vous pouvez aussi parier sur le fait qu'il va se développer parce qu'il est quand même assez bien fait. Mais bon, effectivement, si ce que vous cherchez, c'est en premier et surtout la reconnaissance, c'est peut-être moins celui qu'il vous faut. Ce qui est intéressant là, c'est aussi qu'il y a l'avis des parties prenantes et ça, c'est systématique et que c'est au cœur de la démarche. La moitié de la notation, elle repose sur les avis des parties prenantes et l'autre moitié, c'est 50 les avis des parties prenantes, 50 l'évaluation, que vous remplissez. Non, c'est, évaluation, remplie. Il y a pas d'audit sur site. Non. Heu Oui, effectivement, on a la question, est-ce qu'il y a une évaluation sur site? Non, il y a pas d'évaluation sur site, c'est uniquement une évaluation, formalisée. Et ben, alors effectivement, on a la question dans la salle et effectivement Positive Workplace, ça semble viser, la notion de recrutement. En fait, ça peut faire penser à Great Place to Work et cetera. Ben, moi aussi, je pensais et en fait, non, ils sont vraiment basés sur les piliers de l'ISO 26000 avec, les questions d'environnement, les questions de gouvernance et cetera. Donc non, c'est pas spécifique aux aux questions sociales, aux RH. Et d'ailleurs, il y a une question ouverte incluse dans le questionnaire qui permet de recueillir les attentes des parties prenantes vis-à-vis de l'organisation sur ces enjeux RSE. Donc ça peut être aussi un très bon moyen et vous l'avez pas spécifiquement mentionné, mais ça peut être, c'est peut-être aussi pour ça que vous voulez vous faire labelliser, c'est que ça permet d'engager un dialogue avec ces parties prenantes. Et ce label-là, est particulièrement adapté pour ça, enfin semble particulièrement adapté pour ça. Un autre atout, c'est aussi que c'est un référentiel qui est adapté au contexte de l'organisation.
puisqu'il s'adapte à la taille, aux moyens de l'organisation, via une grille de salaire adaptée. Il est disponible en 7 langues. Et dans la pratique, il y a autant de TPE que de PME labellisés. Ce n'est pas qu'un label qui va labelliser des gros groupes. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce label? Alors, pour être tout à fait honnête, c'est celui que je connais le moins, parce qu'il est très récent et que je n'ai même pas allé, je suis même pas allée creuser le. Et alors, s'il y a une chose qui est intéressante, c'est que leur grille d'évaluation est accessible de manière gratuite en ligne. Ouais, on peut la trouver directement en ligne. Et c'est pas le cas pour tous les autres. Oui, c'est ça, c'est ça. On fait gratuitement. Oui, c'est ça, comme Bicorp. On fait gratuitement et après, si on veut se faire labelliser, on paye. Ouais. Oui, c'est ça, exactement. Ça permet d'avoir un premier niveau de maturité, même si vous ne vous faites pas labelliser derrière. C'est ça, ça permet une auto-évaluation. Le label engagé RSE, alors c'est celui que vous connaissez peut-être, c'est le label porté par l'AMOP. Il a été lancé en 2017 et à ce jour, il y a 378 entreprises labellisées. Et parmi les labellisés, bon alors, RATP, Café Richard, Optique 2000, Harmonie Mutuelle, Maïs Adour, c'est varié. Et effectivement, quand on regarde pour qui c'est là aussi des entreprises et des organisations de toute taille, de tout secteur, de tout niveau de maturité. Et Engagé RSE a même défini 6 approches sectorielles. Il y a celle pour les entreprises adaptées, il y a celle pour les entreprises du paysage, celle pour, attendez, je me les suis notées, les directeurs d'associations professionnelles, la FEP, la Fédération des entreprises de propreté, une spécifique pour le secteur du voyage d'affaires et de loisirs, et une spécifique pour le secteur de la santé, qui a été développée en partenariat avec le C2DS, Comité de développement durable santé. Et vous voyez un petit peu qui est labellisé. Là aussi, c'est majoritairement PME et TPE, un peu moins grands groupes et ETI. Ça s'adresse un peu plus quand même à des entreprises de taille plus restreinte que les grands groupes. Le processus de labellisation, alors ça commence par de la préparation, une évaluation, là pour le coup sur site, avec une restitution à chaud directement par les auditeurs, un bilan et ensuite un suivi pour amélioration continue. Ça fait partie des labels qui, si vous voulez le garder au bout de 3 ans, il faut que vous vous amélioriez. Pas juste que vous fassiez dans la continuité. Là aussi, il y a 3 niveaux de reconnaissance RSE, 1 étoile, 2 étoiles ou 3 étoiles, ou je ne sais plus comment ils l'appellent, confirmé, comment ils l'appellent, confirmé, exemplaire et progression. Enfin, progression, confirmé, exemplaire. La durée du processus de labellisation, c'est 3 mois. Là, c'est sans compter l'attente. Je n'ai pas trouvé d'infos sur le temps d'attente. Il peut y avoir. Le coût, il est entre 2 000 et 15 000 euros. Et alors, oui, c'est un coût annuel. À chaque fois, non, c'est un coût, pardon, pour 3 ans. C'est un coût, ouais, 2 000 euros pour 3 ans. Oui, 2 000 euros. Alors, ils n'ont pas affiché leur grille de salaire. 2 000 euros, c'est le premier palier, c'est si on est très peu. Et après, ouais, ben, sur leur site, en général, ils mettent. Moi, à chaque fois qu'on voit la fourchette très basse, elle est très difficile à atteindre. Ouais. Oui, dans la salle, on dit, je ne sais pas si vous entendez, mais qu'effectivement, ça peut chiffrer vite et que même si on a l'impression d'être dans la fourchette très basse, c'est rarement 2 000 euros. C'est plutôt 3 000 à 4 000, même si on n'est pas. Mais enfin, ça reste quand même très peu comparé à la label. Hein. C'est quand même un business qui se développe depuis. Ils l'ont bien pris. Parce qu'ils ont une approche sectorielle, mais en plus de cette approche sectorielle, c'est-à-dire quand je parle là d'approche sectorielle, ça veut dire que si vous êtes, par exemple, si vous faites partie des entreprises du paysage, eh bien, il y a une approche, vous pouvez être labellisé engagé RSE, mais avec un questionnaire et tout un audit adapté pour votre secteur. Ce qu'a fait la FNOR aussi, et qui est, je trouve, très intéressant, c'est qu'il accompagne le développement de labels à part entière sectoriels.
Par exemple, si on prend celui qui est parlant de Vignerons engagés, c'est un label RSE qui a été développé par l'association Vignerons en développement durable et AFNOR accompagne le développement de ce label. Donc c'est-à-dire, peut le certifier et ça peut être un label que vous avez de manière complémentaire à Engagé RSE, par exemple. On peut aussi vous faire labelliser uniquement Vignerons engagés et pas Engagé RSE. Mais l'AFNOR a quand même, de par sa position, d'expert sur le sujet de la certification et cetera, une vision assez large de ce qui peut se faire et saura aussi vous orienter vers le label le plus adapté. Alors là, j'ai mis les atouts du label. C'est une méthodologie robuste et exigeante, tout simplement parce que c'est un organisme de certification dont c'est le métier, et qui se base sur une méthode de Plan, Do, Check, Act. Et là, il y a une des systématisations des évaluations sur site. Ça apparaît là, à première vue comme ça, plus robuste et plus exigeant, en tout cas, que Positive Workplace. Ensuite, le référentiel, il a été structuré pour faciliter le travail des organisations. Il se base sur l'ISO 26000, mais il est travaillé pour correspondre aux réalités opérationnelles de l'organisation. Le principe, c'est qu'il rende opérationnelle la norme ISO 26000. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un label à la portée internationale, ou en tout cas européenne. Déjà parce que c'est porté par l'AFNOR, qui est reconnu à l'échelle internationale. Et ensuite parce qu'ils ont mis en place une sorte d'équivalence. Quand vous avez le label engagé RSE et que vous êtes une entreprise européenne, automatiquement, vous avez l'équivalence avec le label Responsibility Europe, qui peut être une reconnaissance si vous avez des attentes de la part de clients ou de fournisseurs européens. Vous n'avez pas forcément une boîte européenne, mais si vous avez des clients qui sont hors France et qui sont européens, vous pouvez leur montrer l'équivalence. Est-ce qu'il y a des questions sur le label engagé RSE? Oui, juste pour bien comprendre l'approche de l'AFNOR, dans ce cadre-là, ils font à la fois l'accompagnement, le bilan et ils délivrent le certificat. C'est ça ou pas? Oui, c'est ça. Voilà, Oui, ils sont pas que en position d'audit, ils sont vraiment en accompagnant. En accompagnant, je veux dire. Oui, exactement. D'accord. Ouais, c'est ça. Mmh. Et ils savent accompagner et diriger, vers le meilleur label, vers. Il y a tout un système aussi d'action corrective. Le but, c'est que vous améliorez et il y a un plan d'action D'accord. avec des idées, des pistes d'amélioration qui est mis en place. OK, très bien. Ils accompagnent et certifient, ça me paraît un peu étrange quand même. C'est pour ça que je posais la question. Ça me paraît bizarre. Hein. Ils accompagnent dans le sens où, si vous venez leur voir et que vous leur dites, je suis une entreprise de tel secteur, je souhaiterais me faire engager RSE, me faire labelliser sur ma démarche RSE, ils peuvent vous aider à choisir, ils ont une connaissance ils ont des labels sectoriels, des approches sectorielles. Ils pourront vous dire, vous, on a une approche justement dans le label engagé RSE qui est spécifique pour votre type d'entreprise, etc. C'est ça, dans le sens accompagner, c'est ça. Je ne sais pas si c'était très clair, si c'était ça votre question. Oui, moi je voulais savoir si on les contacte, est-ce qu'ils vont suivre, ils vont faire un diagnostic de votre situation et ensuite vous donner un plan d'action et le suivre comme le ferait un consultant, voilà. Et ensuite, une fois que c'est. Non. J'en C'est pas doute. ça? J'en doute. Ouais, ils le feront. Ouais, c'est ça. Ça, ils peuvent le faire avec des missions de conseil à part. Mais par contre, non, ils n'accompagnent pas, ils ne font pas un diagnostic, etc. C'est soit vous êtes labellisé, soit vous n'êtes pas labellisé. Si vous êtes labellisé, c'est avec piste d'amélioration. Mais ils ne font pas de la mission de conseil en même temps que la mission d'audit. D'accord. Est-ce que l'AFNOR est le seul organisme? Oui, je crois. Alors, à vérifier, mais oui, je pense, puisque c'est développé par eux. Ouais. C'est AFNOR Certification. Il n'y a que AFNOR qui certifie ça. Par exemple, l'ISO 22000. Ouais, mais celui-là, c'est eux qui l'ont développé. C'est à la différence, par exemple, de l'ISO 22000. Là, engagé RSE, c'est l'AFNOR qui l'a développé, c'est le leur, quoi. Après, ils se basent sur la 26000, puisque c'est. Oui, ils se basent sur la 26000. Ils le mettent d'ailleurs modèle AFAC. Oui, je vois, c'est ça, c'est pour ça. Oui, ils se basent sur la 26000. Mmh. Mais ils se basent tous sur la 26000, mais Oui, l'AFNOR ça le fait de manière très rigoureuse et
Et oui, voilà. C'est carrément intéressant. Le suivant, c'était Lucie. Et là, pareil, on parlait de la 26 000. Lucie, en fait, ça s'appelle Lucie 26 000. On dit Lucie, mais c'est label Lucie 26 000. C'est un label. Alors, je remonte juste pour vous rappeler un peu, resituer. Engagé RSE, 378 labellisés, de lancement 2017. Pour comparer avec Lucie, c'est un plus ancien, lancement 2007. Et il y a un peu plus de 300 labellisés actuellement. Donc, ça marche bien aussi et c'est un label historique. C'est un des premiers labels sur le sujet RSE. Quelques labellisés, Audencia Business School, la CCI de la Mayenne ou encore Inextenso. Inextenso, vous l'avez vu déjà au début, ils couplent 2 labels. Label Lucie 26 000, c'est pour qui? Entreprises et organisations de toute taille. C'est déclinable pour les territoires. Label Lucie 26 000, donc c'était pour organisations d'entreprises de toute taille, déclinable pour les territoires, ce qui n'est pas le cas de notre label. Il y a Les TPE et 6 secteurs d'activité particuliers, entreprises des services numériques, banques, organismes de formation, les MFR, santé à domicile et le logement social. Le processus de labellisation, il est un petit peu plus long. D'abord, il commence par une auto-évaluation. Ensuite, il y a obligation pour pour les entreprises qui veulent se faire certifier, qui veulent se faire labelliser, de suivre une formation RSE à l'ISO 26 000, qui dure 1 ou 2 journées, je crois. Ensuite, il y a une évaluation sur site. Ensuite, ça génère il faut que vous génériez, suite à cette évaluation, vous fabriquiez un plan d'action, vous construisiez un plan d'action. Et ensuite, il y a l'analyse. Et là, si vous êtes éligible, la labellisation est valable 3 ans, comme pour le reste des labels. Donc, c'est une manière de fonctionner un peu différente des autres labels, un peu plus longue, mais qui a le mérite de verrouiller à chaque étape un peu plus la robustesse de votre stratégie, on va dire. C'est pour ça aussi que la durée du processus de labellisation, là, elle est un peu plus longue, 8 à 12 mois. Ah mince. Et là, vous m'entendez combien de fois? C'est bon. 1 ou 0. Écho dans là. Je ne sais pas si vous devez avoir 2 micros branchés en même temps ou quelque chose qui fait. Là, est-ce que ça va? Là, c'est bon. Ça a l'air beaucoup mieux. J'essaie de passer au son de l'ordinateur. Par contre, je ne vous entends pas, moi. Je ne sais pas pourquoi. Mais... Vous m'entendez là, non? Elle dit c'est mieux, mais le son de l'ordi, ça va pas durer longtemps parce que dès que tu vas te tourner vers la place, c'est mort. Ouais, bon, je vais essayer de parler comme ça. Désolée pour ça. Le coût du label Lucie, là aussi, c'est pas un coût fixe pour la labellisation et ensuite c'est fini. Il se découpe en un coût pour la formation, 990 € pour la formation par participant. Ensuite, il y a un coût d'audit qui varie. Alors là aussi, je redis, c'est des grosses fourchettes. Et si vous voulez connaître plus précisément, il faut que vous ayez un devis, mais entre 6 000 et 15 000 €. Et ensuite, il y a un principe de redevance annuelle qui correspond à 0,01% du chiffre d'affaires avec un plancher minimum à 1 000 € et un plancher maximum à 12 000 €. Ce qui veut dire que cette redevance annuelle permet de faire vivre le label et d'animer la communauté Lucie qui est quand même assez active. Pour ajouter des précisions, alors le label Lucie 26 000, c'est un label et c'est porté par l'agence Lucie qui, elle, propose plusieurs labels, notamment des approches sectorielles ou adaptées. Donc, parmi ces approches, le label Lucie qui est l'étape ultime, le Lucie 26 000. Mais ce qui est très intéressant pour certains participants là, qui disaient que la démarche RSE était à ses débuts, ils ont en place le label Toumaï qui est plus léger et qui permet qui est un label RSE premier pas qui valorise les organisations et où on récompense plutôt les moyens plutôt que le résultat. Ça permet d'entrer tout doucement dans la labellisation RSE. Et en général, quand vous avez le label Toumaï, votre objectif ultime, c'est d'arriver au label Lucie 26 000. Mais ça permet de rentrer dans la démarche de manière plus douce. Voilà. Et puis, quelques autres sujets. Label NR, c'est les organisations qui réduisent l'impact du numérique. Label Envol, qui est spécialisé pour les TPE et les PME qui s'engagent en faveur de l'environnement. Il y a un label Biodiversity Progress sur le sujet spécifique de la biodiversité. Leur formation ISO 26 000, qui est obligatoire pour le label Lucie 26 000,
elle est animée par des personnes Lucie, de l'agence Lucie, puisqu'ils ont leur propre centre de formation. Et puis, ce que je disais, il y a toute cette communauté qui compte un peu plus de 1000 membres et qui permet de s'informer, de partager les bonnes pratiques, de partager ses outils. Voilà. Et les atouts, alors là aussi, Lucie 26000 a été le premier label à vulgariser et à rendre opérationnelle la norme ISO 26000. Côté entreprise, excusez-moi, côté entreprise, ce qui a marqué, le deuxième point, c'était pour le Positive Workplace. N'en tenez pas compte. C'est un label qui est fondé sur la démarche de progrès et il prône une RSE qu'ils appellent transformative, avec une obligation de progresser. Et il n'est pas nécessaire d'être exemplaire, mais il y a une obligation d'être volontaire. L'objectif, c'est de valoriser l'engagement, la transformation et l'amélioration continue. Là aussi, il y a une évaluation sur site systématique. Et puis, vous avez vu qu'il y a plein d'étapes qui font intervenir tout un tas d'interlocuteurs, que ce soit des formateurs, des éducateurs, des experts. Ces personnes, elles sont indépendantes les unes des autres et ça permet de garantir l'impartialité et l'objectivité de l'analyse des résultats et in fine du label. Si vous avez des questions là-dessus, ce qui est le plus simple, vu qu'on ne vous entend pas bien, c'est peut-être de les marquer en chat et puis on y répondra directement. Je n'arrive pas à accéder au chat. Il n'y a rien pour l'instant. N'hésitez pas à en poser en cours. Et ensuite, le dernier focus, c'est sur le label B Corp. Alors celui-là, c'est peut-être celui que vous... Alors peut-être après engagé RSE que vous connaissez le plus. Moi, c'est celui que je connais le mieux. B Corp, c'est un label qui vient pour le coup des États-Unis. Et leur credo, un peu, c'est People Using Business as a Force for Good. Il y a 5000 labellisés dans le monde en 2022. Donc, vous voyez que c'est une autre dimension que les autres labels. Et ça se diffuse à toute vitesse en France, puisque les premiers labellisés, c'était en 2006. Et maintenant, on est un peu plus de 200. Et on va voir après, mais il y a une liste d'attente, une file d'attente qui est incroyable. Parmi les labellisés, Blédina, Nature et Découverte, Phoenix, la Camif ou Valrhona. Et oui, et en fait, effectivement, Blédina, c'est Groupe Danone. Le groupe Danone s'est engagé à labelliser l'entièreté de ses filiales d'ici, je crois que c'est 2025. Pour qui? Alors là, pour le coup, c'est uniquement pour les entreprises du secteur privé et il faut qu'il y ait au moins 1 an d'existence. Dans la théorie, il n'y a pas de taille minimale pour candidater au label. Dans la pratique, c'est quand même un processus très exigeant et très long. Si vous êtes une TPE avec 10 personnes, vous n'aurez pas les ressources ni financières ni de temps pour aller vous labelliser. Enfin, honnêtement, c'est quand même un gros processus. Il y a une phase préliminaire si votre chiffre d'affaires est supérieur à 100 millions d'euros, parce que vous l'aurez compris, B Corp, pour le coup, il est très adapté pour les grosses entreprises. Donc, si le chiffre d'affaires de l'entreprise est supérieur à 100 millions d'euros, ils font une phase préliminaire pour étudier si il n'y a pas de veto. Par exemple, si vous travaillez dans le secteur de l'armement ou du tabac, ou il y a quelques secteurs pour lesquels il peut y avoir des vétos. Ensuite, il y a une auto-évaluation en ligne avec tout un tas de pièces justificatives. Et cette auto-évaluation, elle est disponible. Vous pouvez vous faire évaluer. À ce jour, il y a plus de 45 000 entreprises qui ont déjà fait le questionnaire qui s'appelle le BIA. Et cette évaluation, ce questionnaire, il comporte plus de 300 questions, mais il est évolutif. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous répondez, ça peut vous fermer certains pans du questionnaire ou vous en ouvrir d'autres. Il vous redirige, il s'adapte à votre contexte, à vos enjeux et à vos spécificités. Ensuite, une fois que vous êtes auto-évalué, ça vous donne un score. Et pour prétendre à la labellisation B Corp, il faut atteindre 80. Ça vous donne un score sur, je ne sais plus combien, sur 200, c'est ça? Et il faut atteindre... Non, l'auto-évaluation, elle est gratuite. Vous pouvez la faire. C'est très intéressant pour permettre de vous auto-évaluer. Et ensuite, ça vous donne un score. Si vous avez minimum 80, et ben là, vous pouvez prétendre au label. Donc, vous pouvez soumettre votre questionnaire pour évaluation. Dans le même temps, en parallèle que vous envoyez votre questionnaire et qu'il est en train de se faire évaluer,
vous devez officialiser ça en signant une charte d'interdépendance qui dit que vous vous engagez à rentrer dans un système de solidarité où vous vous aidez entre bicorps, etc. Vous rentrez dans la communauté, en gros. Et puis, à la différence des autres statuts, il y a une nécessité d'amender ces statuts. C'est-à-dire que vous avez obligation de mentionner vos... Alors, avant, c'était obligatoire. Je me demande s'ils ne l'ont pas modifié. Ça, avant, c'était vraiment obligatoire. Maintenant, je crois qu'il y a plusieurs niveaux d'amendement des statuts. En gros, je vais vérifier ce point et je le préciserai avant de vous envoyer le questionnaire. Mais avant, vous aviez obligation d'inscrire, de faire évoluer vos statuts d'entreprise en inscrivant que ce n'est pas seulement une société à but lucratif, mais c'est aussi une société qui a pour vocation à prendre ses responsabilités sur l'environnement, la société, etc. Tu n'es pas obligé de le faire avant. Non. Mais ils vont te donner un délai pour le faire. Ouais, avant, c'était pendant 1 an, on pouvait être labellisé Bicorp sans avoir amendé ses statuts, mais il fallait le faire dans un délai d'1 an à partir du moment où on était labellisé. Et ça rapporte effectivement, ça rapporte 7 points, ce qui est énorme sur les 80. Parce qu'il y a des questions qui vous rapportent 0,10 points. Enfin, c'est vraiment c'est un parcours du combattant. Et c'est pour ça aussi que la labellisation est très longue. Alors là, c'est 12 à 15 mois, et ça, c'est sans compter la file d'attente, qui actuellement se chiffre aux alentours de 18 mois. Donc, en gros, si vous y entrez maintenant, vous n'êtes pas labellisé avant 2 ans. Mais Bicorp a compris ce sujet et a créé, alors bon, ils sont futés, hein, ils ont créé une sorte de sous-label qui s'appelle Pending Bicorp, qui permet de vous labelliser c'est ça, pour vous faire patienter et de vous dire, on ne reconnaît pas que vous êtes labellisé parce que vous ne l'êtes pas, mais on reconnaît que vous êtes entré dans le processus de certification, moyennant des sous. Il est payant en one shot, mais vous pouvez... Voilà, la RSE n'empêche pas le profit. Hein. Économique, dans les 3 pays. Ils sont assez... ils sont futés. Mais en même temps, voilà, ils se sont fait prendre un peu par leur propre succès parce que maintenant, c'est tellement long. Et comme il y a de plus en plus de grands groupes, les grands groupes, ils mobilisent de plus en plus de personnel Bicorp pour auto-évaluer. Donc, ils parasisent le système. Et le coût va avec le label. Hein. Il va de 2 000 € pour les petites entreprises à plus de 50 000 € pour les grosses entreprises. Et quand on dit plus de 50 000, ça peut aller à bien plus que 50 000 €. Voilà. Les atouts du label, c'est que c'est un label fondé sur la récompense. C'est un peu le label, je trouve, moi, qui est le plus différent des autres. Parce que, alors déjà, il est structuré de sorte à récompenser les bonnes pratiques plutôt que de sanctionner les lacunes. Vous gagnez des points, mais en gros, vous n'en perdez pas, c'est que du plus. Et puis, c'est ce qu'ils mettent en avant et c'est ce qu'ils veulent avoir comme point de différenciation, c'est qu'il y a un côté un peu fun et sexy du label parce que quand vous êtes certifié, c'est un peu... c'est cool quoi, d'être certifié Bicorp. Vous avez des t-shirts, etc. Et ils disent... aucun dirigeant d'entreprise ne se balade avec un t-shirt fier d'être certifié ISO 26000. Par contre, il y a un t-shirt fier d'être Bicorp. C'est marqué partout. Vous verrez, il y a c'est Nespresso ou The Body Shop, je crois, qui sont certifiés Bicorp et c'est marqué, c'est imprimé sur leur porte de magasin, etc. Voilà, il y a une reconnaissance très très forte. C'est un référentiel qui est agile et complet. Donc, le référentiel, c'est le questionnaire. Il évolue très régulièrement. Il est réévalué quasiment tous les ans. Et il a la particularité d'anticiper les sujets sociétaux et internationaux. Les sujets relatifs à l'égalité des genres, à la diversité, à l'inclusion, aux sujets de gouvernance, justement des sociétés à mission, de statut, etc. Il va très loin, un peu à l'américaine. Hein. Il anticipe les sujets qui vont arriver. Il y a le lien avec les ODD, t'en parles peut-être. Le lien avec les ODD, oui. Alors, en fait, le lien avec les ODD, il y est quasiment dans tous. D'accord. De façon aussi, parce que je trouve qu'il est bien fait. Oui, alors, effectivement, il est particulièrement en lien avec les ODD dans le sens où tout est au pilier de l'ISO 26000, où tout est vraiment fléché ODD et ISO 26000 quand vous faites le questionnaire. Je vous encourage, même si ce n'est pas forcément celui vers lequel vous allez aller, à, par curiosité, aller voir le questionnaire, voir comment il est organisé, etc. Il s'adapte à l'entreprise puisque les questions sont évolutives. Il est au cœur du référentiel. On a vu que certains, c'était les attentes des parties prenantes. Lui, c'est les modèles d'affaires. C'est-à-dire qu'on certifie
non pas un bout de la chaîne, non pas une pratique, mais tout le modèle d'affaires. L'objectif, c'est de dire que votre modèle d'affaires en intégralité prend en compte les sujets RSE. Et il est robuste puisque vous avez, non seulement il faut que vous répondiez aux questions, mais il y a une quantité astronomique de preuves à fournir. Et là aussi, ce qui en fait sa différence, c'est qu'il est très transparent, puisque, bon, déjà, le questionnaire et le barème sont accessibles en ligne, mais une fois que vous êtes certifié, les résultats sont mis en ligne. C'est-à-dire que vous pouvez aller voir, j'en sais rien, Volvic qui sont certifiés Bicorp, vous allez taper et vous voyez le score par pilier pour Volvic. Et ensuite, ce qui a fait sa force aussi, c'est que c'est le seul qui est reconnu au niveau international, puisqu'il est présent dans 77 pays. Ça, c'était pour Bicorp. Et alors, pour résumer tout ça, parce que c'était les 4 labels que j'avais choisi de faire un focus dessus, je vous ai fait un petit tableau qui précise les dates de création, qui porte le label, le périmètre géographique, le nombre de labellisés. Ensuite, sur la partie référentielle, est-ce que ça s'adapte à la taille de l'entreprise, au secteur? Est-ce qu'il faut modifier ses statuts? Est-ce que le référentiel est disponible gratuitement en ligne? Est-ce qu'il y a une évaluation sur site? Est-ce qu'il y a une interrogation des parties prenantes internes, des parties prenantes externes? La fourchette de prix moyen qui est donc à prendre avec beaucoup de précautions. La durée moyenne du processus. L'animation du réseau qui est très intéressant. Maintenant, les labels RSE, je vous l'ai dit, c'est vraiment l'intérêt, c'est aussi de rejoindre un réseau, des groupes d'échange. Il y a des réunions mensuelles, des cercles, des groupes de travail. Enfin, voilà, chaque label met en place des choses pour animer sa communauté et donner plus d'attractivité au label. Et puis, des recommandations opérationnelles. Après, Bicorp, il ne fait pas de recours, mais sur les questions où il te manque des points, tu peux toi-même initier tes plans d'action. Sur recommandations opérationnelles, c'est parce que Positive Workplace et Lucie, il y a vraiment un plan d'action, enfin des recommandations qui découlent de l'évaluation. Engagé RSE, ils font une restitution, alors il y a à froid ou à chaud, en fait, ils font aussi une restitution à chaud. Bicorp, il n'y a pas de plan d'action en tant que tel, si ce n'est que tout simplement, si vous voulez gagner des points, il faut que vous mettiez en place que vous répondiez aux questions qui valent des points. Et on peut le mettre, et oui, on peut lister, il y a un système de mettre des petites étoiles pour lister les questions sur lesquelles on veut travailler en particulier et qui permettent de s'améliorer. Pour être... alors maintenant, la question, c'est comment choisir? Vous avez vu je vous en ai présenté que 4, il y en a un paquet d'autres. Comment choisir? En fait, il faut d'abord que vous vous posiez les bonnes questions, c'est-à-dire qu'attendez-vous de cette labellisation? Est-ce que c'est de la reconnaissance? Auquel cas, vous choisirez peut-être plutôt du Bicorp ou du Engagé RSE, ou même de EcoVadis, qui n'est pas un label, mais qui peut faire valoir reconnaissance, que du Positive Workplace, qui est encore très récent. Est-ce que c'est le dialogue avec les parties prenantes? Auquel cas, là, Positive Workplace, pour le coup, il est adapté. Est-ce que c'est l'état des lieux de la maturité RSE? Est-ce que vous voulez un plan de progrès RSE? C'est vraiment qu'attendez-vous de cette labellisation? Ensuite, quelles ressources vous pouvez allouer au projet de labellisation? Combien de personnes vous pouvez mobiliser? Quel est le niveau de connaissance des enjeux RSE de ces personnes? Quel est le budget que vous pouvez allouer? Vous voyez que c'est à chaque fois un gros budget. Quel est votre niveau de maturité sur le sujet de la RSE dans l'entreprise? Le label Toumaï ou le label même Lucie permet d'y entrer petit à petit. Bicorp, vous vous y lancez que si vous êtes assez armé. Donc, c'est vraiment se poser les bonnes questions. Et ensuite, tout l'intérêt des labels présentés ici, c'est d'amorcer une dynamique de changement pour améliorer votre impact. Donc, penser la complémentarité, c'est déterminant dans la prise de décision, dans le sens où une démarche RSE qui est solide et globale, elle est intégrée à la stratégie d'entreprise plus large et au modèle d'affaires. Et ça se fait donc en complémentarité avec d'autres éléments qui contribuent à diversifier vos engagements et vos actions. Et par là, on peut entendre d'autres labels. Rien n'empêche d'être labellisé à la fois engagé RSE et fournisseur responsable, relation fournisseur responsable. Vous pouvez aussi mettre en place des approches ciblées sur, par exemple, ciblées sur votre chaîne d'approvisionnement ou décider de rendre vos indicateurs et vos politiques publiques, de publier un rapport RSE volontaire. Voilà, ça se pense. Le label ne fait pas la stratégie. C'est en prenant en compte ça que vous pouvez choisir, ou peut-être vous rendre compte que ce n'est pas pertinent et que ce qui suffit, c'est d'avoir une démarche très structurée et formalisée.
De mon côté, c'était ce que ce que je voulais vous présenter sur la partie, le sujet des labels. Est-ce que vous avez des questions? Et je vais essayer d'ouvrir le haut-parleur. Hop. Par rapport aux questions, est-ce qu'il y a Je vous enverrai la présentation et Ah, on entend. Alors par contre, ah oui. Allez-y. Oui, il y a de l'écho. Non, juste par rapport aux questions, aux labels, est-ce qu'il y a une reconnaissance entre ces labels où il y a une classification, où ils sont plus ou moins orientés, si on doit faire un choix je sais que bon, ils sont tous basés sur l'ISO 26000, mais est-ce qu'au niveau de l'agro-industrie, pour parler de nos clients, est-ce qu'il y a des préférences ou une classification de ces labels, si on doit pour orienter nos choix? Alors, il n'y a pas une préférence. En fait, la préférence, elle se fait déjà par la popularité du label. C'est-à-dire que si vous êtes B Corp, c'est plus reconnu que si vous, c'est plus parlant pour dans le milieu de l'agro-industrie que si vous êtes Positive Workplace, qui est un label récent. Ce qui est Lucie, il est connu parce qu'il est assez. Je vous ai mis quand même que des labels qui ont une certaine reconnaissance. Lucie, il est reconnu parce que c'est un des premiers. Engagé RSE, il est reconnu parce qu'il est porté par l'AFNOR, qui le développe bien. B Corp, il est reconnu. EcoVadis, c'est très reconnu aussi. C'est pas un label, je vous l'ai dit, c'est une notation, mais c'est très reconnu. Global Compact, il parle aussi, mais là, ça certifie pas votre démarche. Ça certifie uniquement, entre guillemets, que vous vous attaquez au sujet prioritaire. D'accord. Voilà, voilà. Et après, Global Compact, on publie effectivement une communication sur le progrès qui vaut comme une sorte de mini-rapport RSE où vous publiez vos ODD prioritaires et qu'est-ce que vous faites par rapport à ces ODD. Ensuite, on a parlé d'EcoVadis. Et le Global Compact, c'est ça. Oui. Le Global Compact, il est fait par les Nations Unies, donc basé sur les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. Mais en termes de reconnaissance, non, moi, je ne vous conseille pas. Enfin, il n'y en a pas un qui est... En tout cas, ils se basent tous sur l'ISO 26000 et il n'y en a pas un qui est plus greenwashing que les autres, on va dire. D'accord. Okay, ils sont tous bien. Enfin, en tout cas, ceux que je vous ai présentés, ils sont bien et vous pouvez y aller. Ils sont robustes, ils ont été éprouvés. En fait, c'est impossible maintenant de faire un label greenwashing parce qu'il y en a tellement et c'est tellement un sujet d'actualité que vous ne survivriez pas longtemps dans la jungle des labels si vous étiez un label greenwashing. Donc, ils sont... D'accord. EcoVadis, par exemple, c'est dans la salle, on dit un label qui n'a pas d'audit, ça reste léger. En fait, EcoVadis, c'est pas un label, c'est une notation, donc on met plein de. Mais il y a tellement de pièces jointes de justificatifs qui sont demandées que, en fait. Oui, non. Mais ça reste, moi je pense, dans le milieu de la RSE, c'est pas. Pour moi, s'il n'y a pas d'évaluation sur site, ça ne veut pas dire que c'est pas robuste. Il s'assure de la robustesse par exemple, les demandes aux parties prenantes. Si les parties prenantes, elles disent, ils s'assurent de la solidité des informations que vous leur procurez par d'autres biais forcément qu'un audit sur site. Et justement, par rapport à EcoVadis, vu qu'on est, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Juste par rapport à EcoVadis, une petite question. Si on a une bonne évaluation et qu'on a une bonne note, est-ce qu'on a intérêt à aller vers une labellisation? Est-ce que les clients font le distinguo entre, je veux dire, une médaille d'or EcoVadis ou Lucie? Est-ce qu'on n'a pas intérêt à rester sur une plateforme d'évaluation qui nous fait progresser parce qu'elle demande beaucoup de documents, il faut quand même mettre en place des plans d'action. Est-ce qu'on a intérêt à aller vers un label? Puisque c'est encore un peu flou, vu que c'est pas adossé à une certification. Je me pose la question, Non, de mon conseil, EcoVadis, c'est quand même un gros boulot et ça... Oui, c'est pour ça. Là non plus, c'est pas léger, ça vous demande vraiment de prouver vos dires. Et c'est pas un label, mais ça en est tout comme, j'ai envie de dire. Si vos clients le reconnaissent, que ça vous permet de vous améliorer et que vous en êtes satisfait, il n'y a pas forcément nécessité à aller vers un label que je vous ai présenté. Si ça vous satisfait, il n'y a pas nécessité. C'est s'il vous manque quelque chose, s'il vous manque une reconnaissance, ou si en interne, ça ne vous permet pas de mettre en place des plans d'action. Enfin, si vous manque quelque chose, vous pouvez aller chercher ce quelque chose ailleurs dans des labels. Mais si vous êtes satisfait avec EcoVadis,
c'est une solution qui est robuste, qui est reconnue et qui permet d'avancer. D'accord. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a beaucoup d'entreprises? Est-ce que vous m'entendez? La possibilité de participer à des tracts particuliers, d'avoir des promotions spéciales, d'avoir des référencements, d'avoir des conditions particulières au niveau des négociations de l'égalité. Donc, à un moment donné, il y a un intérêt aussi à certains labels qui sont recherchés et montés avec des enseignes de grande distribution. Enfin, pour ce qui est, par exemple, de l'agroalimentaire, la reconnaissance, elle est tout de suite avec l'attribution de marché. Oui. Et ça rend... On disait, je ne sais pas si vous entendez bien, mais qu'effectivement, par exemple, un label comme PME+, ça allait avec l'attribution de marché parce que c'était reconnu dans le monde de l'agroalimentaire et que du coup, ça ouvrait des opportunités business. Oui, là aussi, si vous voulez ouvrir des opportunités business, à ce moment-là, vous choisissez soit des labels sectoriels, soit des labels thématiques. Là, je vous ai présenté que les labels généralistes, mais vous pouvez aller piocher dans les labels sectoriels. Si vous travaillez dans le monde de la bio, par exemple, il y a le label bio-entreprise durable qui va là aussi vous ouvrir un marché. PME+, il est très connu pour les PME. Il faut que vous adaptiez aussi votre choix de label à ce que vous voulez en faire. Encore une fois, c'est à quoi ça va vous servir. Il y a une question dans le chat, tu les veux. Savez-vous pourquoi tous ces labels facturent au prorata du chiffre d'affaires? Parce qu'au départ, alors, pourquoi les labels facturent au prorata du chiffre d'affaires? Au départ, ils étaient plus ou moins tous un label, enfin un prix unique, sauf qu'ils se sont rendus compte que tout simplement, ça mettait plus de temps à auditer un grand groupe qu'une petite PME. Donc, c'est au prorata du temps que eux, ça leur demande en termes d'évaluation et d'audit et d'analyse. Et régulièrement, ils sont réévalués. Bicorp, pour un exemple que je connais, il fait évaluer sa grille de tarifs tous les ans ou tous les 2 ans, à la hausse. Hein. Évidemment. Et puis, ils affinent après, plus ils ont d'entreprises qui... Au départ, ils ont, admettons, tous 2 ou 3 niveaux de tarification, et plus il y a d'entreprises qui veulent se labelliser, plus ils redécoupent leur tarification pour avoir une tarification plus fine en fonction des entreprises. Oui, c'est ça. Exactement. C'est ça. Ouais. Oui, c'est ça, c'est intéressant. C'est qu'il y a certains labels qui sont où la tarification se fait sur le nombre de salariés. La plupart se font quand même sur le chiffre d'affaires, où il y avait une remarque dans la salle qui disait qu'effectivement, ils savent très bien que pour vendre leur label, plus on a un chiffre d'affaires important, plus la valorisation après derrière du label va être importante. Donc, ils sont futés. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est un business. Et quand on disait que ce n'était pas adossé à des normes, etc., si, les labels sont quand même tous adossés à la norme ISO 26000, hein, mais qui n'est pas certifiable. Mais on ne va pas y avoir un méga label qui sort et qui, lui, est porté par ISO, etc. Ils sont tous adossés à l'ISO 26000. Les lignes directrices sont celles de la 26000. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Les marchés publics ou pour certaines entreprises, est-ce que ça devient des exigences des labels? Ça dépend. Il y a des entreprises qui le demandent, ou maintenant, si on n'a pas de label. Alors, c'est là qu'Ecovadis est quand même un bon intermédiaire. Ecovadis est de plus en plus demandé, comme je vous l'ai dit, par les clients vis-à-vis de ses fournisseurs. Donc, il y a des exigences fortes pour que vous soyez Ecovadis. J'ai jamais vu une entreprise à qui on demandait d'être Bicorp ou d'être Lucie, etc. Par contre, on demande de plus en plus de prouver vos engagements RSE, et le label est un bon moyen de ne pas aller s'éterniser à faire des réunions où on doit expliquer et prouver, machin. On vous demande vos engagements, vous montrez le label et c'est terminé. Il n'y a pas une demande explicite pour un label particulier, si ce n'est Ecovadis qui n'est pas un label, mais ça peut vous permettre de répondre très rapidement aux exigences clients. D'accord. Il n'y a pas aujourd'hui d'attribution de marché qui soit conditionnée à ce que l'entreprise soit labellisée RSE. Non, si vous pensez par exemple à, de la même manière que maintenant il y a des attributions de marché qui peuvent être adossées à certaines certifications, j'en sais rien. Oui, mais la grande distribution, alors on dit la grande distribution conditionne certains marchés à l'obtention de labels, mais éventuellement ça va être du Ecovadis, parce qu'ils vont déployer pour tous leurs fournisseurs qui ont plus d'une certaine part de chiffre d'affaires,
enfin part de leur chiffre d'affaires, de mettre en place l'évaluation EcoVadis. Mais par exemple, l'évaluation Valorise, il va falloir payer sur leur propre, parce que c'est eux qui sont partie prenante de leur côté en tant que fournisseurs. Oui, c'est ça, voire Valorise. Mais la grande distribution, à ma connaissance, ne demande pas. On n'en est pas là. Oui, ah oui, bien sûr. Avec un label cité encore. Un exigence. Ouais. Pour vous donner un exemple récent que vous avez peut-être vu passer, c'est pas exactement un label, mais c'est pour vous montrer la pression croissante et les attentes croissantes des parties prenantes. Il y a eu le Carrefour qui a publié son plan stratégique 2026 la semaine dernière, dans lequel il mentionnait que, notamment, parmi plein d'autres points, que pour ses 100 plus grands fournisseurs, il exigeait qu'ils aient une stratégie, ils soient engagés dans une stratégie de réduction de leur empreinte climatique pour coller à un réchauffement maximal de plus de 1,5 degré. Vous savez, le fameux plus 1,5 degré là. Et si ce n'était pas le cas, si en 2025 ou 2026, leurs 100 plus grands fournisseurs n'avaient pas atteint ça, il les déréférençaient. Bon, voilà, c'est exactement, effectivement. Quand on a eu dans la salle, est-ce qu'ils vont déréférencer Coca-Cola? Alors déjà, Coca-Cola, ils sont déjà engagés 1,5. Et puis... Oui, c'est uniquement sur les... Ouais. Et oui, il y a des exigences quand même pressantes. Nous, en tant qu'industriel agroalimentaire, on a des attentes, des exigences très fortes de la part de toute la grande distribution. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Savencia a choisi quoi comme label et pourquoi? Bonne question. Personnelle. Savencia, alors Savencia est organisé en filiales et donc du coup les filiales, il y a certaines filiales, par exemple on parlait Bicorp Valrhona. Valrhona c'est une filiale de Savencia qui est labellisée Bicorp. On a je crois 2-3 filiales qui sont certifiées Bicorp. 4 filiales qui sont certifiées Bicorp. On a certaines filiales qui répondent au questionnaire EcoVadis. Le groupe Savencia n'est pas engagé en termes de groupe dans un label particulier. Enfin, pas à ma connaissance, non. Et nous, chez Savencia Ressources Laitières, non plus, on n'a aucun label particulier parce que on y réfléchit aussi et puis on n'en ressent pas le besoin immédiat pour l'instant. Voilà. C'est difficile. Je ne sais pas si c'est la certification. Oui. À un moment, c'est un client. Oui, parce que ouais, on dit dans la salle que Valrhona est un client du coup très exigeant. Et est-ce que c'est la certification qui fait ça? Alors oui et non, c'est-à-dire quand on met en place tant de ressources et tant de moyens, du coup forcément on met des sous, on met de l'argent, on monte en compétence sur le sujet et du coup on attend de nos fournisseurs. Le but c'est aussi qu'après ça fasse monter tous les standards et qu'on puisse être plus exigeant envers nos fournisseurs. Oui, c'est sûr. Oui. L'impossible, notamment au niveau de la disponibilité des produits, au niveau de la prise en compte des aléas climatiques, dès lors qu'il faut fournir ceci ou cela, par rapport à l'exigence de traçabilité jusqu'au champ, jusqu'à l'agriculteur. Ah oui, c'est ça, il y a des exigences de traçabilité. Oui. Non, mais ce n'est pas les seuls, il y en a aujourd'hui qui deviennent avec des exigences qui sont impossibles à atteindre. Nous, par exemple, chez Savencia Ressources Laitières, on fait un rapport RSE annuel ou bisannuel qui permet de répondre aux exigences. Quand on a des exigences fournisseurs, c'est ça qu'on va leur envoyer. Ça peut être une alternative à un label. D'autres vont être plus exigeants et vont demander plus et veulent avoir un label. Nous, sans avoir de label, c'est la question qu'on peut avoir. Enfin, c'est la réponse qu'on apporte à leur demande. Mais ça ne suffit pas à certains. Non, mais ça marche souvent quand même. Oui, ça marche. Oui, c'est souvent accepté.